Bienvenue dans le 7-9, deuxième partie, merci d'être avec nous. Tout de suite le journal, en voici les principales informations. Nous nous intéresserons au don du sang ce matin. Après le dernier appel urgent au don, depuis une semaine, le centre de transfusion sanguine de Casablanca ne désemplit pas tous les jours. Près de 300 personnes donnent de leur sang. Le reportage, c'est à suivre dans cette édition. Nous suivrons également dans ce journal le déroulement de cette grande opération de recensement. Un recensement qui se poursuit jusqu'au 20 septembre. Et des milliers d'enquêteurs ont été mobilisés dans tout le royaume, jusque dans les zones les plus reculées de notre pays. Et puis enfin, en Irak, le chaos continue. Hier, l'État islamique a revendiqué l'assassinat d'un deuxième otage américain. Un crime qui intervient tout juste 2 semaines après celui de James Foley. Et donc pour commencer, le dernier appel urgent au don du sang a fait son effet. Depuis une semaine maintenant, le centre de transfusion sanguine de Casablanca ne désemplit pas. Près de 300 personnes s'y rendent chaque jour pour donner de leur sang. À ce rythme, le centre pourra rapidement dépasser le stock de sécurité en produits sanguins. Les détails dans ce reportage signé Faïs Chafer et Faïsal Abrouche sur un récit d'Amina Belkhalaq. Devant la porte du centre, 5 personnes qui attendent leur tour, plus aucune place de libre à l'intérieur. Les donneurs de sang sont beaucoup trop nombreux. L'appel au don a été entendu, surtout par les jeunes. C'est la première fois que je donne du sang. Cette campagne m'a ouvert les yeux. Je veux être là pour les gens qui ont besoin d'aide. Cela fait plus d'une semaine que le centre ne désemplit pas. 300 personnes y viennent chaque jour depuis le lancement de la campagne. Ici, on retrouve également les habitués de l'établissement, ceux qui viennent régulièrement donner leur sang. On entend parler de beaucoup d'accidents. Je me dis qu'une goutte de sang peut sauver une vie. C'est pourquoi je viens donner du sang tous les 3 mois. Cette campagne d'urgence a été lancée le 18 août. Le stock de sécurité en produits sanguins avait atteint un niveau critique. Il n'y en avait plus que pour 3 ou 4 jours. Mais aujourd'hui, le risque de pénurie disparaît. Dans le centre de transfusion sanguine de Casablanca, la campagne de collecte de sang est sur le bon chemin. L'objectif de cette campagne est d'augmenter le stock de produits sanguins dans ce centre. Nous voulons atteindre le stock de sécurité qui est de 3 semaines, c'est-à-dire 4800 poches de sang dans toute la région du Grand Casablanca. Le centre de transfusion Casablanca est le plus grand au Maroc. Il concentre le tiers de l'activité de collecte. Une collecte qui va alimenter 170 établissements de soins dans les régions du Grand Casablanca et de Chaouia Ouardira. Et puis toujours dans l'actualité nationale, le recensement général de la population et de l'habitat qui se poursuit. Donc c'est le 3e jour de l'opération aujourd'hui. Un recensement qui se poursuit jusqu'au 20 septembre. Pour l'occasion, 52 000 enquêteurs ont été mobilisés jusque dans les zones rurales. Alors justement, comment se déroule le recensement dans les campagnes? Le reportage est signé Hissam Labari, le commentaire est d'Amina Belkhalaq. Nous sommes dans la commune de Mourlen, à 35 km de Kenitra. Les recenseurs sont déjà là. Leur arrivée ne semble pas bouleverser la vie paisible des habitants. Au contraire, ils sont accueillis avec le sourire. Ils ont mené leur enquête tout en respectant notre routine quotidienne. Nous les avons laissés travailler et poser leurs questions en toute liberté, car ce recensement va permettre aussi de faire le bilan de la situation de notre commune. Pour couvrir la commune de Mourlen, le Haut Commissariat au Plan a désigné 9 observateurs et 27 enquêteurs. Un choix bien étudié. Tous les enquêteurs sont originaires de la région, ce qui installe un climat de convivialité et de confiance nécessaire pour le bon déroulement du recensement dans cette partie du monde rural. Le recensement dans le monde rural est crucial, car il permettra de définir le développement socio-économique de chaque région. On connaîtra alors l'évolution de chaque programme mis en place. On pourra aussi identifier les besoins des habitants.
Les villageois sont conscients de l'importance du recensement. Le travail de sensibilisation mené par le HCP a donc porté ses fruits. Puis autre information, des membres du Congrès américain ont salué hier à Rabat les réformes réalisées par le Maroc lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salah Eddine Mezouer. Les membres de la délégation parlementaire américaine ont assuré le Maroc du soutien du Congrès américain aux réformes en cours dans le Royaume, et les membres du Congrès qui ont par ailleurs exprimé leur intérêt pour le renforcement des relations avec le Maroc. Les deux parties ont passé en revue les différentes questions d'ordre régional, et puis Sharqi Draïs a rappelé devant les membres du Congrès américain l'engagement indéfectible de notre pays à lutter contre le terrorisme, un engagement qui a fait du Royaume un partenaire principal pour les États-Unis pour ce qui est de rechercher des solutions au conflit du Sahel. Et puis toujours au chapitre de la diplomatie, c'était au tour de l'Espagne de saluer la coopération du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme. Hier, le ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernández Díaz, a mis en avant la coopération du Maroc dans la lutte contre les groupes djihadistes. Ces groupes qui représentent une menace pour la sécurité internationale. La preuve la plus éloquente de cette coopération entre le Maroc et l'Espagne, eh bien, c'est le démantèlement tout récemment de plusieurs réseaux djihadistes qui opéraient dans les deux pays. Et voilà qui nous amène au terrorisme de l'État islamique en Irak. Là-bas, les violents combats entre les forces irakiennes et les combattants de l'État islamique se poursuivent. Hier, les soldats irakiens ont réussi à reprendre une autoroute qui relie le nord du pays à Bagdad. Mais rien ne semble empêcher pour autant les crimes des djihadistes. L'État islamique a revendiqué hier l'assassinat d'un deuxième otage américain, Steven Sotloff. Il avait été enlevé il y a un an. Manal Ardari nous en dit plus. Une nouvelle avancée des forces irakiennes face à l'État islamique. Avec l'assistance des Peshmerga et des forces américaines, les soldats irakiens se sont emparés hier d'une autoroute stratégique fermée depuis 3 mois. La route entre Bagdad et Kirkouk est désormais sécurisée. Durant la journée de lundi, Sulayman Bek et Yankaja ont été libérés. Les forces aériennes américaines ont mené des attaques limitées contre quelques cibles autour d'Amirli. L'objectif était d'acheminer l'aide humanitaire et elles se sont retirées juste après. La situation sécuritaire en Irak inquiète encore les États-Unis. 350 soldats supplémentaires seront envoyés à Bagdad, mais ils ne s'engageront pas dans les combats. Leur mission est de protéger les locaux et le personnel diplomatique. Pour leur part, les Irakiens se félicitent des succès qu'ils remportent depuis quelques jours. Pour l'instant, nous sommes vainqueurs, Dieu merci. Les combattants de l'État islamique se sont inclinés. Toutes les composantes du peuple irakien, kurdes, arabes, turcomans, sunnites et chiites, ainsi que tous les partis politiques ont participé à la libération de cette zone. Jusqu'à l'heure, les forces irakiennes, les combattants kurdes et les soldats américains n'ont pas réussi à mettre fin aux atrocités commises par l'État islamique. Il a revendiqué hier dans une vidéo la décapitation d'un deuxième journaliste américain, Steven Sotloff, kidnappé le 4 août 2013 à Alep. Voilà pour le dossier irakien. En bref, toujours à l'étranger, le virus Ebola qui progresse de façon très alarmante. Les Nations Unies s'alarment maintenant du risque de pénurie alimentaire dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, avec la mise en place de zones de quarantaine et les restrictions aux déplacements, l'accès à la nourriture est devenu un grave problème pour beaucoup d'habitants des 3 pays concernés et leurs voisins. L'épidémie d'une ampleur sans précédent a flambé ces dernières semaines. Le virus a fait plus de 1550 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. C'est le tout dernier bilan de l'OMS. Et puis en Tunisie, cette tentative d'assassinat d'un député, la maison du député Mohamed Ali Nasseri a fait l'objet d'une effraction par un groupe terroriste. Et les forces tunisiennes ont immédiatement lancé une opération de ratissage dans les environs de Kasserine où l'attaque a eu lieu, une région tout près de la frontière avec l'Algérie.
Et on va rester en Tunisie justement pour terminer ce journal, mais on va parler d'art cette fois. Les habitants de Riyad se sont transformés en un été en aficionados de street art. Les rues de cette bourgade tunisienne obscure et poussiéreuse ont été ornées de peintures et de graffitis pour le plus grand bonheur des commerçants. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage. Riyad, petite bourgade de l'île de Djerba en Tunisie, loin des circuits touristiques. Mais aujourd'hui, les étrangers et locaux affluent pour venir voir ces graffitis. Djerba Houd est le premier musée des arts de rue en plein air. Mehdi Benchek, galeriste franco-tunisien, est à l'origine du projet. Mon seul objectif, c'était vraiment de donner déjà au street art, essayer de faire un nouvel exercice qui sort un peu du commun aux artistes. C'est très prétentieux de ma part de dire ça, mais c'est sûr que juste qu'ils se fassent plaisir quoi, avec une nouvelle architecture, des coupoles, des voûtes, et déjà ça. Et deuxièmement, essayer de parler de la Tunisie d'une autre manière. Une centaine d'artistes venus d'une trentaine de pays se sont succédés dans la Médina et ses environs pour donner naissance à quelques 250 fresques. Logan Hicks est un de ces graffeurs. Venu de New York pour l'occasion, il a déjà participé à de tels projets, mais est impressionné par l'ampleur de Djerba Houd. L'autre chose que j'apprécie est qu'ils utilisent un certain nombre d'artistes qui comprennent la culture, ou du moins qui apprécient ses principes esthétiques. Il y a donc des gens qui bâtissent un dialogue avec la communauté au lieu de simplement apposer leur marque sans qu'elle n'ait de rapport avec la communauté. Le vernissage ne doit pas avoir lieu avant le 20 septembre, mais déjà, les graffitis ont changé la ville sur le plan esthétique et économique. Et Riyad n'était qu'un point de passage sur la route de Griba, la plus vieille synagogue d'Afrique. Mais l'arrivée des touristes et des fans de street art font marcher les commerces locaux. En ce qui concerne la saison de cette année, c'est vraiment bien. Les peintures ont ramené du commerce, des touristes et de nouveaux visages, des gens qu'on ne voyait pas avant à Riyad. Ce qui est intéressant, c'est que les peintures sont bien dispersées et pas concentrées, pas que sur une seule route. Sur certaines ruines, les peintures risquent de s'effriter au fil du temps. Pour les organisateurs, les œuvres seront alors remplacées. L'essence du street art, des œuvres en constante évolution. Voilà pour le journal. Tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité en France. Avec Mustapha Tossa en direct de Paris. Mustapha, bonjour. Bonjour Naïma. Alors au cœur de la rentrée politique en France cette année, une femme, une franco-marocaine, la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Eh bien, elle est l'objet de violentes critiques de la part de la droite en ce moment. Quelles en sont les raisons, Mustapha ? Évidemment, Naïma, incontestablement, c'est la grande star de la rentrée, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Alors, la droite lui adresse des critiques extrêmement virulentes, que ce soit par des déclarations politiques ou par les réseaux sociaux. Les raisons, on lui fait un procès de jeunisme et d'incompétence. On n'arrive pas à comprendre comment François Hollande, comment Manuel Valls ont pu confier un dossier aussi sensible, aussi grave, aussi lourd à une jeune issue d'immigration. Et donc, ça nous renseigne un petit peu sur l'état d'esprit de la droite française, qui est en pleine contradiction lorsque Nicolas Sarkozy avait confié le ministère de la Justice à une autre franco-marocaine, Rachida Dati. Tout le monde avait dit à l'époque qu'il s'agissait d'enrichir et d'alimenter le principe de la diversité. Maintenant que c'est Najat Vallaud-Belkacem qui est pas choisi par un gouvernement de gauche au ministère de l'Éducation nationale, eh ben la droite nous fait un haut-le-cœur et exprime quelques réflexions tout à fait j'allais dire, raciste et sexiste, il faut le dire. Maintenant, Vallaud-Belkacem est en train de subir une grande pression parce que sur elle, sur ses épaules, repose le grand défi de Manuel Valls. Il faut rappeler, Naïma, que lorsque le Premier ministre avait présenté son gouvernement, il avait cité
Najat Vallaud-Belkacem avec Emmanuel Macron et Fleur Pellerin comme des arguments de vente du futur succès de son gouvernement. C'est un produit d'appel. Donc il y a une grande responsabilité sur les épaules de Najat Vallaud-Belkacem pour que ce gouvernement puisse succéder. Et il faut dire, ironie d'histoire, Naïma, le débat sur Najat Vallaud-Belkacem nous a presque fait oublier pour quelle raison ce gouvernement avait démissionné. Il avait démissionné parce qu'il y avait une divergence sur le fond, la politique économique à suivre. Arnaud Montebourg voulait une politique d'austérité, non pas d'austérité, et Manuel Valls et Hollande lui a imposé l'austérité. Donc on a oublié presque pourquoi le gouvernement est parti et on a concentré tout son tir, la droite a concentré tout son tir sur la personne de Najat Vallaud-Belkacem, qui est en soi un honneur et une vraie valorisation. Bien sûr, Moustapha, vous parliez il y a un instant de racisme, de discrimination. On imagine la pression sur Najat Vallaud-Belkacem. Comment a-t-elle jusqu'à présent géré cette vague de critiques et cette pression sur elle? On peut dire, Naïma, que jusqu'à présent, Najat Vallaud-Belkacem est dans un sans faute depuis sa nomination et toutes les déclarations publiques qu'elle a faites, que ce soit sur les plateaux de télévision ou devant les micros des caméras, elle a montré qu'elle avait la tête froide, qu'elle savait ce qu'elle voulait et qu'elle savait le type de politique qu'elle voulait appliquer. Elle a été, vraiment, on lui a rendu un vrai hommage à l'université du Parti Socialiste à La Rochelle par Manuel Valls, un hommage émouvant, ça s'est vu sur son visage. Et puis aussi, hier, à l'occasion de la rentrée scolaire, elle était à côté de François Hollande, qui lui aussi n'a pas caché son hommage à cette personne. Alors maintenant, le défi qui attend, bien sûr, Najat Vallaud-Belkacem, c'est comment elle va gérer ses attaques contre sa personne. Et ces attaques ne vont pas s'arrêter, ne vont pas continuer parce que la droite et une grande partie de l'extrême droite là dans le viseur et elle va continuer à la critiquer de manière violente, de manière personnelle. Tout le défi de Najat Vallaud-Belkacem est comment gérer, comment se comporter face à ces critiques. Va-t-elle garder la tête froide ou va-t-elle un petit peu perdre le pied? Tout le débat est là. Mais à voir comment elle a géré les deux présidents ministères. Najat Vallaud-Belkacem est quelqu'un de très intelligent qui a le sang-froid et qui sait réagir quand il le faut. D'accord, donc vous êtes plutôt confiant de manière générale avec Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation, Myriam El Khomri à la politique de la ville, également deux franco-marocaines qui occupent des fonctions très importantes, des fonctions sensibles dans le gouvernement Valls II. Quelles en sont les conséquences sur le débat politique en France pour cette rentrée 2014 ? Des conséquences immédiates, deux franco-marocaines qui gèrent l'éducation. C'est un secteur extrêmement important pour la France en ce moment et pour François Hollande, et la politique de la ville qui est gérée aussi par une franco-marocaine. Alors, l'ironie du sport, comme je le disais tout à l'heure, c'est que avec ces deux personnalités à la tête de ces deux secteurs clés, on a presque oublié que le débat économique est relégué au second plan. La droite n'a plus de prise sur Emmanuel Macron et à partir du moment où il parle son langage, donc elle va dévier toutes ses critiques sur des sujets de société. Et l'impression qu'on a en France aujourd'hui, c'est que la droite court derrière l'extrême droite et la gauche court derrière la droite. Et c'est ça, en fait, le vrai décalage. Alors, la présence de Najat Vallaud-Belkacem et de Myriam El Khomri met les sujets de société à la une de l'actualité et on va avoir de vrais débats sur la politique de la ville, de vrais débats sur l'éducation menés par ces jeunes talentueuses ministres françaises. Moustapha Tossa en direct de Paris pour Médien TV. Merci pour ces informations. Et puis on vous dit à bientôt évidemment. Moustapha, tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Elle est signée Tawfiq Nasseri. On revient tout de suite après. Restez avec nous. Découvrez l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec Attijari Wafa Bank.
Le Maroc partage avec la Tunisie son expérience dans le domaine de la justice transitionnelle. Après l'Égypte, l'Irak, le Soudan et le Yémen, qui ont manifesté leur souhait de s'inspirer du modèle marocain, c'est au tour de la Tunisie de s'intéresser de près à l'expérience de l'instance équité et réconciliation, nous informant le quotidien Le Matin. Une délégation tunisienne effectue une mission d'information de 5 jours au sein du Conseil national des droits de l'homme. Objectif, en savoir plus sur l'instance équité et réconciliation et le processus ayant accompagné sa mise en place. Le président du CNDH, Driss Yazami, était cette semaine dans la capitale argentine, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. Accompagné de l'ambassadeur du Maroc à Buenos Aires, El Yazami a rencontré lundi les membres des commissions des droits de l'homme et des affaires étrangères au Parlement argentin. Le quotidien rappelle que cette visite s'inscrit dans le cadre des préparations de la 2e édition du Forum mondial des droits de l'homme, prévue entre le 27 et le 30 novembre à Marrakech. Toujours dans Aujourd'hui le Maroc, on apprend que le Parti Justice et Développement prépare son attaque. Le groupe parlementaire du PJD, à la première chambre, a réussi à programmer en commission une proposition de loi visant à amender la loi 3011 définissant les conditions et les méthodes de contrôle indépendant et neutre des élections. Les députés du parti veulent permettre à des ONG internationales spécialisées dans le contrôle des élections d'observer le scrutin au Maroc selon les standards internationaux. L'opposition tient réunion au sommet dans les prochains jours, l'information étant une du quotidien Libération. L'Union socialiste des forces populaires, l'Istiqlal, le Parti Authenticité et Modernité et l'Union constitutionnelle préparent leur rencontre. Selon le journal, la réunion aura lieu dans les prochains jours et aura pour objectif la coordination au sujet des projets relatifs aux lois électorales et à la future charte communale. Le gouvernement décide de se montrer intransigeant en matière de compensation industrielle. C'est l'économiste qui nous en parle ce matin. Toutes les grandes commandes de l'État devront impérativement passer par les équipes de l'industrie pour identifier les opportunités de compensation industrielle. Une collaboration est déjà lancée avec le département de la Défense et les grandes structures publiques comme l'OCP, l'ARAM ou encore l'ONCF, écrit le journal. Plusieurs projets sont en cours de négociation. Son portrait a fait le tour du monde. Le journaliste Steven Sotloff, 31 ans, à genoux, vêtu d'une blouse orange, à côté d'un homme vêtu de noir. Une vidéo publiée mardi par l'État islamique et intitulée « Deuxième message à l'Amérique » montrerait la décapitation de l'otage américain, nous apprend le Wall Street Journal, et de rappeler que cette annonce survient 2 semaines après la décapitation du journaliste américain James Foley par des djihadistes. Selon The Guardian, les services américains du renseignement sont chargés d'authentifier le document. Peu après cette lugubre annonce, les États-Unis se sont déclarés écœurés et consternés par ce meurtre. Le quotidien Le Monde publie un reportage sur la situation dans la bande de Gaza. L'envoyé spécial du quotidien français parle d'une désillusion des habitants de Gaza 6 jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu illimité. L'arrêt des combats au terme de 51 jours de conflit n'a pour l'instant apporté aucun changement majeur au quotidien des Gazaouis, écrit le quotidien. Le blocus n'a pas été allégé et le passage des frontières reste largement inaccessible aux habitants de l'étroite enclave. La revue de presse nationale et internationale vous a été offerte par Attijari Wafa-Bank. Il pourrait rester dans l'histoire comme le président des drones. Barack Obama a placé ses avions sans pilote, des armes qui permettent de tuer sans être tué, au cœur de sa stratégie de lutte antiterroriste. Au Yémen, au Pakistan ou en Somalie, il a mené plus de 400 attaques de drones en 5 ans dans le cadre d'une campagne secrète d'assassinats ciblés. C'est 6 fois plus que son prédécesseur, George W. Bush. Dans grand format, retour sur cette guerre invisible avec notre documentaire « Drone, la sale guerre d'Obama ». Maroc Télécom vous présente la météo.
Maroc Télécom vous a présenté la météo. Merci d'être avec nous pour la suite du 7-9. Tout de suite, le rappel des titres avec à la une ce matin. Après le dernier rappel urgent au don du sang, depuis une semaine, le centre de transfusion sanguine de Casablanca ne désemplit pas tous les jours. Près de 300 personnes donnent de leur sang dans ce centre. Nous sommes également revenus dans cette édition sur le déroulement de cette grande opération de recensement. Un recensement qui se poursuit jusqu'au 20 septembre prochain. 52 000 enquêteurs ont été mobilisés pour l'opération dans tout le royaume et ce jusque dans les zones les plus reculées de notre pays. Et puis enfin, à l'international en Irak, le chaos continue. Hier, l'État islamique a revendiqué l'assassinat d'un deuxième otage américain. Un crime qui intervient tout juste 2 semaines après la décapitation d'un autre Américain, le journaliste James Foley. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Le prochain point sur l'information, c'est avec Safia Hidani. Merci à vous et restez avec nous.